Alors bonjour à toutes et à tous, et nous voici embarqués pour un nouveau tuto. Alors l'objet, ça va être de découvrir un nouvel appareil. Il s'agit ici d'un Beechcraft Baron 58 qui est fourni par défaut par Laminar, et il est ici au parking sur l'aéroport d'Angers. Voilà une petite vue d'ensemble. C'est une scène que j'ai téléchargée sur le site xp.fr qui propose quelques scènes comme ça. Là, il s'agit d'une scène récente que je trouve assez sympathique, et donc voilà, je vous en fais profiter également. Alors, dans des tutoriels précédents, nous avons abordé le Cessna 172, qui est un monomoteur à piston équipé d'une hélice à pas fixe. Et là, nous allons aborder un appareil d'une catégorie supérieure, parce qu'il faut quand même progresser un petit peu, et aborder des avions un petit peu plus complexes, et aborder ainsi d'autres notions. En fait, on va aborder d'autres notions en découvrant cet appareil. On va le regarder ici en extérieur. C'est un appareil de conception un petit peu ancienne, puisqu'il date des années 60. Et la première différence, je pense, qui saute aux yeux avec le Cessna 172, c'est un bimoteur. C'est un bimoteur à piston, il est équipé de 2 moteurs. Ça, c'est la première grosse différence. Alors, qu'est-ce que ça change? En fait, pas grand-chose, puisqu'un bimoteur va se comporter de manière sensiblement comparable à un monomoteur quand il est en vol, ou même au roulage. Ça ne change pas grand chose, si ce n'est que vous avez 2 moteurs à démarrer et 2 moteurs à gérer. Mais en soi, ça ne présente pas de complications particulières. La deuxième différence qu'on voit ici, c'est un appareil qui est équipé d'un train rentrant. Contrairement toujours à notre Cessna qui était équipé d'un train fixe, là le train est escamotable, on va pouvoir le rentrer après le décollage. Et il faudra bien sûr évidemment penser à le sortir lors de l'approche, pour se poser, sinon vous risquez d'avoir de gros problèmes. Voilà, ce sont les principales différences visibles, comme ça, de l'extérieur. Il y a d'autres différences. Alors, c'est un appareil qui est un peu plus gros que le Cessna, il est un peu plus lourd, il est aussi plus puissant, il est plus stable en vol, vous verrez, il est plus agréable peut-être à piloter, et il va monter plus haut, en raison d'une motorisation qui est plus puissante. On va inspecter un petit peu l'intérieur, on va découvrir ici le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, il est relativement proche, bien qu'un peu plus complexe et un peu plus complet que celui du Cessna, mais on va retrouver un grand nombre d'instruments qu'on avait déjà découverts dans le Cessna et que je vous avais décrit. On ne va pas revenir dessus. On va surtout voir les changements, les nouveautés, les petites choses qui apparaissent et qui n'étaient pas présentes dans notre Cessna. Alors, on retrouve ici nos 6 instruments. Le badin, l'horizon artificiel, l'altimètre, l'indicateur de virage, le variomètre, et ici un instrument qui est un petit peu différent, qui vient se substituer au conservateur de cap, qui était un compas gyroscopique. Ici vous avez un instrument qu'on appelle le HSI, pour l'indicateur de situation horizontale, qui fait office de compas. Alors, contrairement à celui du Cessna, celui-là ne va pas se dérégler, il restera tout le temps réglé, donc ça vous affranchira de cette petite contrainte. Et puis vous voyez qu'il est également équipé ici de ce petit instrument qui n'est en fait rien d'autre qu'un récepteur VOR qui est intégré ici à un compas et qui va vous aider pour naviguer avec une balise par exemple, ou avec le GPS. Donc ça c'est très pratique. On ne l'utilisera pas dans notre démonstration parce que ce n'est pas l'objet, mais bon, c'est un instrument donc qui cumule plusieurs fonctions. Ensuite, on va retrouver sensiblement les mêmes choses, une horloge. Ça, c'est ce qui vous permet de mesurer le fonctionnement des pompes à vide. Les récepteurs ADF, récepteurs VOR, un deuxième. Ici, les instruments moteurs sur 2 colonnes, puisque vous avez un moteur gauche, un moteur droit. Chaque colonne correspond à un moteur. La radio, GPS, radio de communication, radio de navigation. Ici, le transpondeur, bien évidemment. Ici, une radio pour régler la fréquence ADF, si vous naviguez avec une balise NDB, et donc qui est couplée
ici à ce cadran. Si on descend, on va retrouver ici les jauges de carburant, les commandes de volet, les commandes ici d'éclairage interne à l'avion, les commandes de gaz avec une manette supplémentaire. Alors évidemment deux manettes parce qu'une manette par moteur, hein, chaque moteur peut être dirigé séparément. Le pilote automatique, ici on reconnaît tout à fait les trims, et ici les call flaps, on verra ça, enfin les commandes, hein, les manettes de call flaps, on verra ça un peu plus loin. Le palonnier tout en bas, hein, les pédales, voilà. Le frein de parking, ici une commande de désembuyage qui n'est pas active, les démarreurs, quelques commandes électriques, hein, ici, et on va retrouver, alors ça c'est tout ce qui est air conditionné dans l'avion, mais c'est pas actif. En vert, les pompes à carburant, les boutons blancs, les interrupteurs blancs à bascule, c'est tout ce qui est éclairage, landing, taxi, etc., etc. Et en jaune, ça c'est nouveau, ce sont les commandes de dégivrage. Alors les commandes de dégivrage, qu'est-ce que c'est? Alors il y en avait une qu'on avait hein, sur le Cessna, c'était le dégivrage ou le réchauffage du tube pitot. On le retrouve ici, vous le retrouvez sur tous les avions en fait. Hein. Et puis là il y a des commandes supplémentaires qui étaient absentes du Cessna et qu'on retrouve ici. Alors ce sont des commandes qui vont activer des systèmes de dégivrage, ou d'anti-givrage, hein, ou des choses qui vont soit lutter contre le givre une fois qu'il est installé, soit qui vont empêcher au givre d'apparaître sur l'avion. Alors qu'est-ce que c'est que le givrage? Bon, on va le découvrir dans un instant. Juste une petite parenthèse ici sur cette manette qui est rien d'autre hein, que la commande de train d'atterrissage. Pareil, hein, sur le Cessna elle était absente puisque on avait un appareil à train fixe. Là vous avez un appareil à train rentrant et c'est cette commande qui permet d'entrer ou de sortir le train à volonté. Et ici les démarreurs. Voilà. Alors pour revenir sur notre histoire ici sur ces commandes de givrage, alors le givrage hein, c'est quelque chose qui est assez courant en aviation et il faut avoir des notions quand même hein, sur ce phénomène. Le givrage c'est un phénomène qui va se manifester, alors ça peut manifester à n'importe quelle altitude, ça va dépendre des conditions météo extérieures, et ça va se caractériser par l'accumulation de givre ou de glace sur l'appareil, sur l'extérieur hein, de votre appareil. Alors en différents endroits, avec généralement hein, des conséquences assez fâcheuses. C'est un phénomène qui est redoutable et qui est redouté en aviation. Alors les appareils les plus performants sont équipés de systèmes de dégivrage très performants qui leur permettent d'aborder des conditions givrantes, hein, notamment les gros appareils, et puis des appareils comme notre Baron ici sont également hein, équipés, bien qu'ils restent un appareil quand même assez modeste, mais ils sont équipés quand même de systèmes de dégivrage bon, qui restent quand même assez performants et assez efficaces. Dans la mesure du possible, évidemment, la prudence veut que on évite ces conditions qui sont quand même défavorables hein, et qui peuvent être potentiellement très problématiques. Alors à ce propos, il y a un fait divers, je crois, qui est survenu je crois que c'est en janvier 2019. Hein, il y a un PA-46, un Piper, hein, qui s'est écrasé dans la Manche et qui transportait un joueur de football. Il faisait un Nantes-Cardiff, il a décollé de Nantes et au-dessus de la Manche, il s'est crashé. Hein, il n'est jamais arrivé à destination. C'est un vol, bon, ça a été assez critiqué, hein, c'est un pilote qui n'était pas un pilote professionnel, qui a transporté ce passager, et il s'est embarqué de nuit avec une météo assez mauvaise. Hein. Et bon, le PA-46 c'est un appareil qui est quand même bon, relativement performant, hein. C'est un monomoteur, certes, mais c'est un appareil qui est pressurisé, qui est dégivré, donc qui est théoriquement fait pour rencontrer et affronter des situations météo dégradées, mais en tout cas, alors on ne sait pas si le pilote a fait une erreur, s'il a mal estimé, et c'est fort probable, hein, les conditions de météo qui étaient quand même assez mauvaises cette nuit-là. En tout cas, l'appareil s'est crashé dans la Manche, et on suppose hein, que le givrage est à l'origine, ou en tout cas serait une des explications possibles de cet accident, de cette tragédie. Peut-être y a-t-il eu également une défaillance matérielle, hein, c'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, je ne sais pas à ce jour ce que l'enquête a conclu, mais en tout cas, vraisemblablement, la météo a été un facteur
probablement déclenchant, ou en tout cas qui a fortement pesé dans cette catastrophe. Voilà, donc le givrage, il faut vraiment être très très attentif à ces phénomènes. Alors, le givre, ça va être quelque chose de blanc. Le givre, c'est un petit peu ce que vous avez dans votre frigo. Si vous avez un compartiment à glaçons, un compartiment congélation, le givre c'est ça. La glace, c'est ce qui correspondrait plus à des glaçons. C'est une glace claire, très compacte. Et les deux peuvent s'accumuler sur les surfaces de l'appareil. Alors les zones les plus exposées sont les zones, ça va être tous les bords d'attaque. Les bords d'attaque ici des ailes, ici au niveau de l'empennage, vous allez avoir de la glace ou du givre qui peuvent se déposer. Vous allez avoir également ça sur les hélices, sur les entrées d'air des moteurs, sur le pare-brise, et bien sûr sur la sonde pitot, qui est particulièrement sensible au phénomène de givrage. Ça peut même se déposer un peu partout, y compris d'ailleurs sur les gouvernes. Alors, les conséquences du givrage, c'est quoi et pourquoi est-ce que c'est tant redouté des pilotes? Eh bien, si ça vient s'accumuler sur la sonde pitot, vous allez avoir des données ici qui vont être erronées, des données de vitesse qui vont être erronées, et ça peut être très très embêtant pour le pilote. Ça va s'accumuler également sur les bords d'attaque des ailes, ici sur l'empennage aussi, sur les bords d'attaque. Ça va d'une part alourdir l'appareil. Alors, la glace peut s'accumuler très très vite, et en forte quantité, dans certaines conditions. Il y a des conditions vraiment qui sont très très givrantes. Ça va donc alourdir l'appareil, donc ça peut bien sûr gêner le vol, ça peut provoquer du décrochage, et ça va également perturber l'écoulement de l'air à la surface, sur les surfaces portantes, et ça va bien sûr modifier les propriétés aérodynamiques de l'appareil, et là aussi c'est susceptible de provoquer du décrochage. Sur les hélices, quand ça s'accumule, là aussi ça va altérer les performances de l'appareil. Sur les entrées d'air des moteurs, ça peut gêner le refroidissement et ça peut même gêner l'alimentation en air des moteurs, donc ça peut finir par asphyxier les moteurs, donc ça va dégrader les performances moteurs. Sur le pare-brise, ça va bien sûr boucher la vue du pilote, ce qui n'est pas une bonne chose non plus, et ça peut même aller alors ça peut également s'accumuler sur les antennes, ça peut également perturber les communications radio, et ça peut également aller s'accumuler sur les gouvernes, s'il y a beaucoup de glace, et ça peut bloquer les gouvernes, ce qui évidemment est très problématique. Alors les moyens de lutte, les systèmes de dégivrage, alors il y a différents systèmes, il y a des systèmes qui sont des systèmes chauffants, sous forme de résistance chauffante. Vous avez des systèmes qui vont être des systèmes mécaniques, alors on va le voir, et vous avez également des systèmes qui vont vaporiser un produit dégivrant, du glycol ou quelque chose comme ça, qui vont s'écouler en fait sur certaines zones, sur certaines parties de l'appareil, et qui vont là empêcher le givre de se former, ou la glace de se former. Donc il y a des systèmes qui sont préventifs, qui doivent être actionnés avant que le givrage n'apparaisse, et il y a des systèmes qui, eux, doivent être actionnés une fois que la glace est apparue, une fois que le phénomène de givrage commence à s'installer. D'accord ? C'est pas préventif, mais c'est curatif. Donc il faut un petit peu connaître ces systèmes. Alors, le tube pitot, c'est un système de préchauffage. Alors, il faut savoir que tous les systèmes électriques sont des systèmes qui sont très gourmands en énergie. Donc il faudra les utiliser à bon escient. Voilà, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc le réchauffage du tube pitot, ici, qu'on peut utiliser si vous craignez de rencontrer des conditions de givrage. Le réchauffage de l'avertisseur de décrochage, alors ça va être utile quand vous êtes dans des conditions, je dirais, de décrochage. C'est quand vous allez évoluer à vitesse lente. Ça va être, par exemple, au décollage, en montée, éventuellement si vous faites une descente à vitesse réduite, en approche par exemple, lors de l'approche, vous pouvez tout à fait utiliser ça. Si vous êtes en plein vol à 180 nœuds, a priori, avec un baron à 180 nœuds, vous ne devriez pas décrocher. L'hélice, alors le système ici qui va dégivrer les hélices, ça c'est le système qui va, alors c'est un système chauffant également, qui va dégivrer le pare-brise. Alors dans le pare-brise, vous avez une résistance chauffante qui est noyée dans la masse du pare-brise et qui permet, comme sur une voiture d'ailleurs, vous avez des systèmes analogues sur des voitures, qui permettent de dégivrer
le pare-brise. À ne pas confondre avec ici cette manette qui n'est pas active, hein, mais qui est la manette de désembuage qui permet de lutter contre la buée, mais à l'intérieur du pare-brise. Hein, ce sont deux phénomènes différents. Hein. La buée, c'est à l'intérieur, le givrage, hein, l'accumulation de glace sur le pare-brise, c'est extérieur, c'est un phénomène différent. Et enfin, vous avez ici surface auto, c'est ce qui va permettre de dégivrer les bords d'attaque des ailes. Alors vous voyez ces zones noires là, et bien en fait c'est un boudin de caoutchouc qui va se gonfler à intervalles réguliers. Quand le pilote va actionner les systèmes de dégivrage, ce boudin en caoutchouc va se gonfler et va briser la couche de glace qui s'accumule. Alors ce n'est pas préventif, et il faut donc l'actionner qu'une fois que le givrage, que la glace s'est accumulée. Il faut qu'il y ait une quantité de glace suffisante, mais pas trop importante. Je crois que c'est de l'ordre de 1 à 2 cm de glace pour pouvoir casser cette couche de glace. Si elle est trop importante, c'est trop tard. Le système ne sera pas actif. Si vous le faites en préventif, ça ne marchera pas non plus parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une couche de glace suffisamment épaisse et solide pour pouvoir la briser mécaniquement. Voilà, pour les phénomènes de givrage. Une dernière petite chose sur ce sujet. On va allumer la batterie. On va allumer ici. Alors, dans les commandes d'éclairage, vous avez le bouton Ice. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et bien le bouton Ice, c'est ça. C'est cette petite loupiote ici qu'on voit. Hop, 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 ici. On la voit ici dans le carénage du moteur gauche. Et qu'est-ce qu'elle va éclairer? Et bien elle va éclairer le bord d'attaque de l'aile. Cette petite loupiote. Alors ça sert à quoi? Et bien de nuit, quand le pilote soupçonne des conditions givrantes, eh bien il va actionner cette petite loupiote pour pouvoir examiner, inspecter le bord d'attaque de l'aile et voir s'il y a de la glace qui s'accumule et en quelle quantité, et si le moment est venu ou pas d'enclencher les systèmes de dégivrage ici, surface auto, pour briser cette couche de glace. Alors, si on est ici à la place du pilote et qu'on jette un petit coup d'œil à gauche, et ben on voit bien que la petite lampe qui est camouflée ici dans le carénage du moteur gauche, elle va éclairer ici cette partie-là, et ça permet au pilote d'inspecter cette partie de l'aile qui est assez stratégique. Voilà. Les conditions de givrage, quelles sont-elles? Eh bien les conditions de givrage, ça va être généralement, alors ça peut être à n'importe quelle altitude, mais ça va être généralement avec des météos un peu dégradés quand même. Vous allez rencontrer ça par des temps plutôt froids, alors ça peut être des températures légèrement négatives, ou autour de 0 degré ou légèrement négatives. Alors les très grands froids, si vous êtes à très haute altitude avec des appareils très performants et qui fait moins 50, en général, on ne rencontre pas de conditions givrantes. Les conditions givrantes se trouvent à des températures quand même plus modérées. Donc des conditions plutôt négatives et généralement humides. Alors notamment, ce qui va être tout particulièrement à craindre, c'est quand vous allez voler au milieu de précipitations, s'il y a de la pluie, s'il y a de la neige, si vous volez dans des nuages assez dense, un brouillard assez dense, ça peut favoriser les conditions givrantes. Voler dans un cumulonimbus, alors si vous savez, ce sont les gros nuages d'orage en forme d'enclume. Alors généralement on rencontre des conditions givrantes dans ces nuages. Voler dans un cumulonimbus, c'est vraiment pas une bonne idée de toute façon. Voilà. C'est pas une chose à faire. Voilà. C'est vraiment pas une bonne idée. On va rencontrer donc des conditions givrantes, surtout dans ces conditions-là. Vous pouvez également rencontrer des conditions de pluie verglaçante ou surfondues, on parle de surfusion. Alors ce sont des conditions où vous allez voler par exemple avec de la pluie surfondue ou des nuages qui contiennent des petites gouttelettes d'eau en surfusion. Alors c'est quoi la surfusion? C'est un phénomène physique et ça veut dire que vous allez rencontrer de l'eau à une température négative, mais à l'état liquide. Alors généralement c'est à des températures très légèrement négatives, ça va être des températures de l'ordre de -2, -3 degrés par exemple, et à cette température l'eau va être sous forme de glace, mais elle reste à l'état liquide, et ce qui va se passer, c'est dès que vous allez avoir une de ces gouttes d'eau qui va toucher la carlingue, elle va instantanément se transformer en glace, et comme vous avez évidemment beaucoup de gouttelettes d'eau, vous allez avoir une quantité de glace vraiment impressionnante qui va s'accumuler sur toute la carlingue en très peu de temps, et ça va vraiment impacter vos performances, ça va altérer très rapidement les performances de votre avion, et là il faut réagir très vite. Donc soit vous sortez de là, en tout cas, ou vous essayez d'activer très rapidement vos systèmes de dégivrage, mais ça
ça peut être assez dramatique. Voilà pour le givrage. Alors, petite note, hein, le givrage du carburateur, c'est un autre phénomène qui n'a rien à voir. Le givrage du carburateur, c'est quelque chose d'interne et qui n'est pas lié à la météo. Le givrage du carburateur, hein, ça va se manifester notamment quand vous êtes en régime lent, en ralenti, que vous descendez au ralenti par exemple, hein, vous pouvez avoir un phénomène de givrage du carburateur, mais ça peut se produire même avec des températures positives. C'est un phénomène différent et là il faut avoir recours au réchauffage du carburateur, hein, dans certaines phases de vol. Notre appareil n'est pas équipé apparemment, donc je sais pas. Il y a des systèmes où c'est automatique. Sur le Baron, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de commande ici de réchauffage, hein, du carburateur. Voilà, c'est juste pour vous qu'il n'y ait pas de confusion, hein, sur ce phénomène. Il y a un autre cas aussi où vous pouvez avoir du givrage, c'est quand vous passez d'une zone de l'atmosphère froide, très froide, avec un avion froid, et que vous rentrez dans une zone où il y a de l'eau. Hein, si vous rentrez dans un nuage ou dans une zone de précipitation, si vous rencontrez de l'eau et que votre appareil vient d'une zone qui est avec des températures très négatives, ça peut favoriser évidemment la formation de glace sur l'appareil. C'est encore un autre... Bon, il existe un certain nombre de situations comme ça, givrantes, donc soyez attentifs. Alors, les appareils dans X-Plane, généralement, visuellement, ne simulent pas la glace. Vous ne verrez pas la glace s'accumuler ou du givre s'accumuler, mais par contre, vous en ressentirez les effets. Si vous volez dans des conditions météo qui sont pas très bonnes, qui sont assez froides et humides, et que vous avez soudainement des performances moteurs qui commencent à se dégrader, que vous avez du mal à tenir la vitesse, que vous avez un taux de montée qui commence à se dégrader, pensez peut-être à du givrage et activez peut-être, hein, ici vos systèmes de dégivrage et vous verrez si ça améliore les choses. Voilà. Ensuite, les nouveautés. On a vu un petit peu le train d'atterrissage, hein, succinctement, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui va vraiment nous intéresser maintenant, ce sont les commandes de gaz, et tout particulièrement une manette ici qui fait son apparition, enfin deux manettes, hein, puisqu'il y a deux moteurs. C'est la manette d'hélice, la manette de pas d'hélice, la commande de pas d'hélice. Alors vous reconnaissez ici la manette de gaz, la manette de richesse, et ici cette nouvelle manette. Au niveau des instruments moteurs, il y a également des nouveautés. Donc vous avez ici des instruments qu'on connaît déjà, puisqu'ils étaient présents sur le Cessna. Température d'huile, pression d'huile, température des gaz d'échappement, vous vous souvenez, ça sert à régler la richesse, hein, on va se situer au pic EGT, température de cylindre, le fuel flow, hein, le débit de carburant, ce que vous consommez par heure, ce qui va vous permettre de connaître votre autonomie, hein, à partir de ce qui vous reste de carburant, et enfin ici les tachymètres, qui était présent sur le Cessna, et vous vous souvenez que sur le Cessna, le tachymètre c'était le seul instrument moteur, et on le dirigeait avec la commande de gaz. On se basait à ça, hein, on se basait uniquement au régime moteur pour gérer notre moteur. Et là vous avez un instrument, ce dernier instrument qui est situé tout en haut de la colonne, hein, de la pile, qui est un manomètre, qui mesure la pression d'admission et qui est gradué ici en pouces de mercure. Et ça, c'est un instrument très important, puisqu'il va diriger, hein, il va nous informer sur la pression d'admission dans les tubulaires d'admission. Et ça va être un élément extrêmement important. C'est un paramètre très important pour diriger vos moteurs. Et ça, c'est commandé, en fait, par la commande de gaz, tandis que le tachymètre, lui, est plutôt dirigé par la commande de pas d'hélice. Alors, peut-être allez-vous me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pas d'hélice, on ne comprend pas très bien, par rapport au Cessna, il n'y avait pas tout ça, et on s'en sortait fort bien. Oui, si ce n'est que là, vous avez un appareil qui est quand même plus performant, qui est plus complexe, qui est plus moderne, et qu'on a introduit ce qu'on appelle une hélice à pas variable, ou plus exactement à calage variable. Alors, qu'est-ce que c'est que le pas ou le calage d'hélice? Eh bien, c'est assez simple en fait à comprendre, hein. On va aborder ça de manière assez simple. Après, libre à vous, hein, d'aller consulter une documentation un petit peu plus scientifique, un petit peu plus poussée, mais déjà je vais vous donner des éléments essentiels qui vous permettront d'utiliser un avion, hein, sans trop de difficultés, qui est équipé de ces technologies. Alors, sur le Cessna, on avait une hélice à pas fixe, c'est-à-dire que l'hélice elle était faite d'un tenant. Il n'y avait pas de pièce mobile. Elle était monobloc.
Et donc l'hélice, eh bien, c'est formé comment? C'est formé ici d'un axe, hein, avec ici un capot, on appelle une casserole, qui permet d'ailleurs d'orienter, de faire écouler l'air vers le moteur, hein, pour un petit peu ici refroidir les moteurs. Donc ça a une fonction, hein, c'est pas que décoratif. Et vous avez les pales, et les pales, vous voyez, elles sont vrillées, elles ont une forme très particulière, et elles forment un angle. Donc l'hélice, elle tourne dans un plan, et ici, hein, la corde de l'hélice forme un angle par rapport au plan de rotation de l'hélice, et c'est ce qu'on appelle l'angle de calage. Alors on compare parfois une hélice à une vis, et on dit qu'une hélice, elle vise dans l'air, et qu'elle avance dans l'air. Alors une vis, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme ça. Quand vous faites un tour, elle avance d'une longueur, et cette longueur, c'est ce qu'on appelle le pas de vis. C'est la différence, enfin, c'est la distance ici entre deux filetages. Voilà. Une hélice, c'est pareil. Une hélice, hein, il y a un certain angle, et quand cet angle est petit, et ben, l'hélice, quand elle fait un tour, elle va avancer dans l'air d'une distance théorique. Si l'angle est petit, si l'angle de calage est petit, le pas d'hélice va être petit, c'est-à-dire que l'hélice va avancer d'une petite distance. Si l'angle de calage est plus important, l'hélice va avancer d'une distance plus grande. De même que pour votre vis, si le pas de vis est plus important, imaginons qu'il soit le double de celui-là, hein, qu'il fasse le double, eh bien quand la vis va faire un tour, elle va avancer d'une distance plus importante. La contrepartie, si vous vissez votre vis dans un matériau ici, dans un matériau dur, il va falloir, hein, si le pas de vis est plus grand, il va falloir fournir un effort plus important. Et de la même manière, si votre angle de calage de votre hélice, si l'angle de calage il est petit, vous allez avancer à chaque tour d'une petite distance, mais le moteur aura à fournir un effort assez faible. Inversement, si vous avez un angle de calage plus important, en faisant un tour, l'hélice avance théoriquement d'une distance plus grande dans l'air, mais la contrepartie, c'est que le moteur va être soumis à un effort plus important. Et là, le risque, hein, c'est d'avoir un surcouple. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est une analogie qu'on peut faire avec une vis. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Alors avec notre appareil, avec notre Cessna, hein, avec notre Cessna qui était un appareil avec une hélice à pas fixe, on n'avait pas trop le choix, hein, on agissait uniquement sur la commande de gaz et ça agissait sur le régime moteur et on devait faire face comme ça à toutes les situations, hein, que ce soit le décollage, la montée, le vol de croisière, la descente, on n'avait pas le choix. En fait, ça revient à une situation, alors on fait souvent, hein, une analogie entre cette manette-là, l'hélice à pas variable et la boîte de vitesse d'une voiture. Et bien imaginez quand vous avez une hélice à pas fixe, c'est un petit peu comme si vous aviez une seule vitesse sur une voiture. Imaginez que vous ne disposez d'une boîte de vitesse qui soit bloquée en première vitesse. Ça veut dire qu'avec la première vitesse, vous allez devoir tout faire. Il va falloir lancer votre véhicule, monter des côtes, descendre, mais également vous retrouver sur l'autoroute. Et vous vous doutez bien, si vous avez déjà conduit une voiture, qu'avec la première, sur l'autoroute, ça va être très compliqué, parce que pour prendre de la vitesse, vous allez être obligé d'accélérer, et qu'est-ce qui va se passer ? Le régime moteur va monter très très vite. Vous allez faire hurler le moteur, et vous allez vous retrouver en sur-régime. Donc c'est quand même problématique. C'est pratiquement ingérable. Hein. De la même manière, imaginez que vous ayez maintenant une boîte de vitesse bloquée en 5e. Alors sur l'autoroute, ça va être super. Par contre, essayez de lancer votre voiture en 5e. Hein. Si vous êtes à l'arrêt, que vous sortez du parking et que vous avez votre vitesse bloquée en 5e et que vous essayez de démarrer comme ça, vous allez caler. Parce que vous allez demander, vous allez imposer à votre moteur une contrainte mécanique tellement importante qu'il ne va pas y arriver. Il va caler. Vous n'y arriverez pas. Là c'est la même chose, hein, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que sur un avion il n'y a pas d'embrayage. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très compliqué. Alors justement, hein, l'hélice à pas variable permet de simplifier les choses. De même que votre boîte de vitesse vous améliore, hein, singulièrement la vie, puisque vous savez que quand vous roulez, vous êtes tout le temps en train de changer de vitesse, hein, sauf quand vous êtes en situation stable, hein, si vous êtes à vitesse constante sur une route plate, hein, vous allez être par exemple sur l'autoroute en 5e, tout va bien. Si par contre vous rencontrez un obstacle, hein, si vous avez d'un seul coup la route se met à monter, vous allez rétrograder.
De même, si vous descendez et que vous voulez avoir du frein moteur, vous allez rétrograder également. Quand vous allez revenir sur une route plate, vous allez repasser des rapports supérieurs. Et bien en avion, c'est la même chose. Et ce qui va faire office de boîte de vitesse, c'est cette manette bleue. Voilà. Donc tout simplement, ça va faire quoi? Eh bien, ça va permettre de faire varier votre pas d'hélice, un peu comme si vous aviez sur votre pas de vis un pas variable. Hein. Vous allez faire varier votre pas d'hélice. Ça veut dire que quand vous allez démarrer votre avion, que vous allez faire rouler au sol, que vous allez le faire monter, que vous allez décoller, eh bien, il faudra vous mettre en quelque sorte en première vitesse. Et bien la première vitesse, ça correspond ici à vos manettes bleues poussées à fond. Quand elles sont poussées comme ça à fond, on dit qu'on est plein petit pas. C'est là où le calage, l'angle de calage est au minimum. C'est le pas d'hélice le plus petit. D'accord? Et bien ce réglage-là, vous allez le garder pour tout ce qui est roulage, décollage et montée. Éventuellement en descente aussi. Quand vous serez en régime de croisière, il faudra ici tirer vos manettes de manière à venir faire varier votre régime moteur. Ça va avoir une influence directe sur le régime moteur et vous allez le caler en général sur des valeurs qui sont autour de 2200-2300 tours minute. Mais là pour chaque appareil, vous avez des recommandations du constructeur avec des plages d'utilisation du moteur qui sont recommandées. Voilà pour cette histoire de pas d'hélice. Alors on va faire un petit vol et puis vous allez voir, on va mettre ça en pratique et vous allez voir que c'est finalement assez simple. Alors une petite parenthèse sur cet instrument qui mesure la pression d'admission et qui est commandé donc directement par la manette de gaz. Cette pression d'admission, vous voyez là, le moteur il est à l'arrêt, c'est un Colden Dark, tout est arrêté. Et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien vous avez une valeur qui n'est pas nulle. Ce qui peut paraître curieux, on se dit tiens c'est bizarre, le moteur arrêté, tout devrait être à 0, et puis là on a une valeur qui est égale à 30. Alors qu'est-ce que c'est que cette valeur? Pourquoi est-ce que la valeur n'est pas à 0? Et bien ce que mesure le manomètre, c'est la... ça vous dit peut-être quelque chose ce chiffre, 30 pouces de mercure, c'est la pression atmosphérique. C'est à peu près la pression standard, c'est la pression atmosphérique. À l'arrêt, le manomètre, ce manomètre, ce qui mesure la pression d'admission, il doit mesurer la pression atmosphérique, donc il doit être toujours autour de 30 pouces de mercure. C'est tout à fait normal. Et quand vous allez démarrer, vous allez voir, ça va baisser. Et après, bien sûr, en agissant sur la manette de gaz, vous ferez monter ou diminuer cette pression d'admission. C'est un moteur atmosphérique, c'est pas un moteur turbo-compressé. Et donc, la pression maximale sera celle de la pression atmosphérique. C'est-à-dire que même si vous mettez plein gaz, vous ne pourrez jamais aller normalement au-delà de cette valeur. Et là, vous commencez peut-être à entrevoir une problématique, c'est que quand on va monter, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on monte, la température baisse, ça c'est une chose, il faut en tenir compte, et surtout la pression va baisser. Vous savez que l'air va se raréfier en montée. Plus vous allez monter, plus l'air va se raréfier, donc plus la pression atmosphérique va baisser, ce qui signifie que comme votre pression d'admission ne peut jamais être supérieure à la pression atmosphérique, et elle va baisser, etc. au fil de votre montée. Plus vous allez monter, plus la pression d'admission va diminuer, et donc vous allez perdre en puissance. Irrémédiablement, vous allez perdre de la puissance moteur. Le moteur va perdre en puissance, il deviendra moins performant en altitude. Vous aurez moins de puissance. Et ça, c'est ce qui explique qu'un avion est un plafond. On vous dit que l'avion il a un plafond. Alors pour le Cessna, le plafond il est autour de 14 000 pieds. Pour notre Baron ici, qui est un appareil un petit peu plus puissant, sur le plan de la motorisation il est plus puissant, le plafond il est de 20 000 pieds. Ça veut dire qu'en théorie, et je dis bien en théorie, vous pouvez monter jusqu'à 20 000 pieds. Alors vous verrez qu'on ne l'amènera pas à 20 000 pieds, parce qu'à 20 000 pieds vous allez vraiment l'asphyxier, et il sera vraiment complètement au bout de ce qu'il peut faire. Ça va être très compliqué. Il y a une autre raison aussi pour laquelle vous ne pourrez pas le monter très haut, c'est qu'au-dessus de 10-12 000 pieds, c'est un appareil, alors là c'est un appareil qui n'est pas pressurisé et qui n'a pas d'oxygène. Dans la version de la Minard, il n'y a pas d'oxygène de prévu, moi j'ai pas vu.
Et donc, à partir de, normalement, je crois que c'est au-dessus de 10 000 pieds, normalement, il faut de l'oxygène pour respirer. Hein. Pour le pilote et les passagers, il faut de l'oxygène. Donc, on pourra l'amener guère plus au-delà de 10 000 pieds. Bon, on va dire peut-être 11 000, 12 000 grand maximum, mais au-delà, de toute façon, vous risquez de rencontrer des problèmes pour respirer. Hein, vous risquez de vous évanouir. Donc, ce sera pas possible. Alors, avec de l'oxygène à bord, effectivement, théoriquement, on peut le mener plus haut, mais vous allez voir, de toute façon, même à 10 000 pieds, il commence à un petit peu affaiblir. Hein. Vous allez voir que la pression d'admission, on va le monter autour de 10 000 pieds. La pression d'admission, vous allez voir, va se retrouver autour de 19-20 pouces de mercure. Hein. Donc c'est assez, ça devient rapidement problématique. Et si on monte encore, ça va encore se dégrader. Et après, vous allez vraiment avoir des performances qui vont être suffisamment dégradées pour que ça devienne vraiment très très compliqué. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de l'amener, de me pousser dans ces derniers retranchements. C'est pas quelque chose à tenter. Puisqu'on parle d'atmosphère qui se raréfie en altitude, on va faire une petite parenthèse également sur la richesse. Alors je vous rappelle que la richesse, hein, c'est ce qui permet de faire varier le mélange, la proportion air-carburant, grâce à cette petite manette rouge. Hein, donc quand elle est poussée à fond, on est à fond, et quand on la tire, on appauvrit le mélange. Alors vous savez que généralement, hein, dans les phases de décollage, de montée, etc., on est à fond, et quand on est ensuite en vol, en palier, hein, on règle notre mélange de manière à consommer moins. Alors pourquoi cette histoire-là? Tout simplement parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous montez en altitude, quand vous montez suffisamment haut, hein, pas quand vous êtes à 500 pieds, mais au-dessus de 5000 pieds par exemple, l'air commence à se raréfier, la pression atmosphérique baisse, et donc dans votre mélange, la proportion d'air diminue. Donc artificiellement, vous enrichissez votre mélange. Non pas parce que vous avez plus de carburant, mais parce que vous avez moins d'air. Et en fait, vous fournissez au moteur trop de carburant par rapport à ce qu'il a comme air de disponible, et donc vous le noyez un petit peu, hein, vous lui fournissez plus de carburant qu'il ne peut en faire brûler, hein, qu'il ne peut consommer, et donc c'est du carburant perdu, et c'est la raison pour laquelle on va réduire ici notre richesse, de manière à revenir sur des proportions optimales. Alors les proportions, je crois que c'est de l'ordre de 1 pour 15. Je crois que c'est une partie de carburant pour 15 parties d'air, à peu près. Hein. C'est un ordre d'idée. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle, hein, pourquoi est-ce qu'on est obligé comme ça d'appauvrir notre mélange quand on est en altitude, c'est parce que artificiellement, hein, d'une certaine façon, hein, par le biais de l'appauvrissement de l'air, de la densité de l'air, hein, par la diminution de la densité de l'air, votre mélange s'enrichit automatiquement. Et donc il faut l'appauvrir pour revenir sur des proportions optimales. Voilà. Donc je pense que dans l'ensemble, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Et on va maintenant découvrir notre petit appareil en le faisant voler. On va décoller. On va le démarrer rapidement, hein, on ne va pas trop insister. Alors ici, on va décoller de cette piste-là. On va décoller d'ici. Hein, donc on va ici suivre les voies de taxi. On va tourner à gauche, hop, et on va décoller. Donc on va le démarrer. Alors ici j'ai chargé ce petit utilitaire qui s'appelle X-Checklist. Hein. Alors pour les débutants, peut-être qu'ils ne connaissent pas, il se télécharge sur le org. Hein. C'est un petit utilitaire très pratique qui vous permet comme ça d'afficher des checklists, hein, sous forme de fenêtres que vous pouvez cocher. Et ça vous permet de rien oublier. Hein. Et puis ça vous forme aussi un petit peu aux checklists. Hein. C'est une très bonne habitude à prendre. Et que je vous invite, hein, même si ça peut paraître un peu fastidieux au début, mais c'est très utile, et puis vous verrez, ça fait partie de la simulation, c'est très agréable. Et puis ça va nous permettre ici de un petit peu découvrir les différentes commandes et leur emplacement. Alors, Park and Brake on. Voilà, le frame parking, il est là, il est mis. Les gaz, coupés. OK. Les starters, hein, les boutons de démarrage à 0, ouais, ils sont ici, ils sont coupés. L'avionique est coupée. Oui. La commande de train d'atterrissage en position, le levier en position basse, oui. Les call flaps ouverts. OK. Les volets en position haute, hein, ils sont rentrés, oui, ça c'est bon.
Alors, la manette d'hélice en position à fond, oui. La richesse coupée. Hop, c'était pas le cas. Hop, on la met à 0. Vous voyez, c'est bien de faire les checklists. Alors, Fuel Selector On. Alors ça, c'est la manette, mais de sélection. Hein, c'est le sélecteur de réservoir. Alors, c'est une vanne de carburant, en fait. Hein. Elle est située ici. Elle n'est pas active sur le modèle, sur le baron de la Minard. Donc, on va valider. Hein. Je vous montre juste où elle est. Elle est située ici. Alors, le bouton batterie, le bouton général On, oui. L'éclairage du tableau de bord, panel, hop, on allume. La quantité de carburant, on vérifie sur ces deux jauges ici. On a une petite moitié de réservoir. On va juste faire un petit vol, hein, donc on n'a pas besoin d'avoir trop d'autonomie. Alors, les contrôles, la dérive, c'est OK. La gouverne de profondeur, c'est OK. Gouverne de direction, c'est OK, ça fonctionne. On est bien. On va allumer l'avionique. Hop, avionique master on. Voilà, tout s'allume. Hein, c'est normal. Ensuite, alors, les systèmes de dégivrage. Alors, bon, voilà, hein, le pitot, le dégivrage de l'avertisseur de décrochage, le dégivrage d'hélice. On voit ici hein, que ça tire sur la batterie. Hop, coupé. Le dégivrage du pare-brise. Et ici, le dégivrage des ailes. Voilà, bon. Donc rien de particulier. Le transpondeur en stand-by. Alors, il est ici. Hop, stand-by. On va rester sur ce code-là parce qu'on ne va pas utiliser la TC. Hein, donc on va rester sur n'importe quel code, peu importe. Les feux de navigation on. Je vous rappelle, les feux de navigation, ils sont situés en bout d'aile. À droite, à gauche, pardon, ils sont rouges. Et sur l'aile droite, il est vert. Hein, le feu, c'est un feu vert. Les beacons on, oui. Ici, les feux rotatifs. Alors, il y en a deux sur le baron. Il y en a un ici au sommet de la dérive. Et il y en a un hop, sous le ventre, hein, qu'on devine un peu difficilement, mais enfin voilà, on le voit clignoter, hein, on le voit tourner. Ensuite, on va démarrer, donc procédure de démarrage. Bon, autour de l'hélice, ok, il n'y a personne, hein, on peut y aller, tout est dégagé. Alors, les gaz à fond. Alors, les moteurs, vous avez deux moteurs, il va falloir les démarrer séparément. On les démarre séquentiellement et pas les deux ensemble. On va commencer par le moteur droit. Donc ici, les gaz à fond. Alors, on va prendre que la manette de droite. La mixture à fond. Hop. La pompe à carburant on, donc la pompe droite. On va ensuite couper les gaz et on va activer le démarreur. Alors ici, on va regarder que la pression d'huile monte tout de suite après le démarrage. Hein. Ça, c'est important. Donc, hop, hop, start. Voilà, ça démarre. On entend ronronner. Pression d'huile, ok. Effectivement, ça tourne. Okay. On va activer l'alternateur droit. Donc ici, vous avez un voyant, hein, une alarme qui est allumée. Hop, on enclenche l'alternateur droit, le voyant s'allume, tout va bien. Ensuite, on va recommencer pour le moteur gauche. Donc, gaz à fond. Richesse à fond. Et on va activer la pompe à carburant. Et vous allez voir ici, le fuel flow va normalement... Voilà, en fait, on gave, hein, c'est une pompe de gavage, hein, ça agit comme une pompe de gavage, hein, voilà, on injecte du carburant pour pouvoir démarrer, et ensuite, hop, voilà, le fuel flow va baisser, hein, d'accord, ça permet d'injecter du carburant dans le circuit pour pouvoir démarrer, et seulement, maintenant, on va démarrer ici, on va enlever notre petite fenêtre, seulement maintenant, on va démarrer notre moteur, on peut même ouvrir là, voilà. Et là, vous allez voir, on va activer le démarreur, hop, la pression d'huile, vous voyez, elle est montée. Hein. Donc, tout va bien. Hop, on va fermer la petite glace. On va activer ici l'alternateur gauche. Le voyant s'allume, tout est parfait. Donc là, on a fini la séquence de démarrage des moteurs, qui est assez simple, hein. Si ce n'est qu'il y a deux moteurs. On va activer ici la synchro d'hélice. Alors ça permet d'avoir des moteurs. Vous voyez, la synchro d'hélice, en fait, c'est cette petite chose-là, hein, quand c'est immobile, c'est que les deux hélices sont synchronisées, qu'elles tournent en phase. Ça permet d'éviter des phénomènes acoustiques un petit peu désagréables pour les passagers et pour le pilote. Alors, ensuite, taxi. Donc on va allumer les feux de taxi.
on va régler l'altimètre. Alors touche M, et alors on va pas passer par la tisse, hein, on va aller directement là. On va aller au plus simple, détail. Alors on est à 191 pieds d'altitude hein, sur notre aéroport d'Angers, et les conditions météo 30-18. 30,18 pouces de mercure. Donc on va régler ici notre altimètre à 30-18. Voilà. Et on est bien autour de 190 pieds. On va aller jeter un petit coup d'œil côté copilote. On va faire la même chose. On va régler à peu près 190 pieds. Ouais, là on est pas mal. Donc l'altimètre, les altimètres sont réglés. Avionique réglé. Bah, l'avionique on va pas s'en occuper parce qu'on va pas utiliser les radios, ni les balises, ni le GPS. Donc on va passer outre. Les instruments. Alors les instruments, bah, vous voyez, hein, bon, les moteurs commencent à chauffer, hein, la température commence à monter. Voilà. Tout va bien. Alors, au sol, hein, les call flaps ici sont ouverts. Je vais me mettre en pause, ça va permettre de ne pas entendre les moteurs. Hein. Les call flaps, vous les voyez, c'est cette espèce de volet ici hein, qui est situé sous le carénage du moteur, et ça va permettre à l'air de rentrer quand c'est ouvert. Alors pourquoi on fait rentrer de l'air dans le carénage du moteur? Bah, en fait, un moteur d'avion, il n'est pas comme un moteur de voiture, il n'est pas refroidi par un système à eau, il est refroidi à l'air. Alors en vol, vous avez évidemment pas mal d'air hein, qui circule, donc c'est pratique. Par contre, quand vous êtes au sol, bah, l'avion il est soit arrêté, soit à vitesse très réduite, et il y a un risque de surchauffe des moteurs, donc on va ouvrir ces volets. Et c'est donc commandé par ici ces manettes. En vol, on va les fermer plus ou moins. On peut les fermer complètement, hein, voilà, en surveillant bien sûr les températures moteur. Alors le pilote automatique, il est là. Il est coupé. On va ici régler notre trim à peu près sur le neutre. On va mettre légèrement positif peut-être. Voilà. Flight director on, ça je veux bien. Donc là il est coupé. Alors le flight director, hop, voilà. Et on va pouvoir démarrer. Donc on jette un petit coup d'œil. Alors comme toujours, on jette un petit coup d'œil à droite, à gauche, il n'y a rien de particulier. Je vous invite bien sûr à paramétrer ici différentes vues avec des raccourcis clavier. On va relâcher le frein à main, on va mettre un petit pied de gaz et on va tout doucement s'engager sur les voies de circulation, sur les voies de taxi. Regarder ce qui se passe autour de l'appareil. Donc là on va tourner à gauche. On va marquer un petit point d'arrêt. Comme d'habitude avant d'entrer en piste. Et voilà, hop. On fait crisser un peu les pneus. Ici, hein, voilà, on a un point bravo. Hop, on va freiner, on va marquer un petit temps d'arrêt, on va bloquer hop, le frein de parking. On rejette un coup d'œil, hein, le carburant c'est bon, le pilote auto il est coupé, hein, c'est bon, on n'a pas de voyant d'alarme, tout ça c'est à fond, les volets sont rentrés, les moteurs, ça commence à chauffer doucettement, il n'y a rien de particulier. Température extérieure, elle est autour de 20 degrés, hein, donc c'est des conditions douces. Allez, on s'engage, on jette un petit coup d'œil quand même à gauche, un petit coup d'œil à droite, hein, histoire qu'on se
retrouve pas nez à nez avec un Airbus ou je ne sais quoi d'autre. Ou même un Cessna, ça nous ferait très mal quand même. Et on va tourner ici tranquillement à gauche. On va remonter la piste jusqu'au seuil de piste et on va faire demi-tour comme d'habitude. Faire demi-tour, on freine. J'ai peut-être un peu brutalisé. Voilà, on va s'aligner à peu près sur la piste et puis on va actionner le frein à main. On va mettre nos transpondeurs en mode Charlie, important, même si on n'utilise pas la TC, on s'habitue à prendre les bonnes habitudes. Les pompes à carburant, bon ben je les avais pas coupées. Le réchauffage du pitot, tout ça c'est peut-être pas la peine. On va allumer les strobes, on va couper les feux de taxi, on va allumer les feux d'ending. On va pas mettre de volet. Voilà, tout a l'air normal, hein. Le trim, tout ça c'est bon, on a du carburant. Au niveau moteur, tout a l'air ok. Il n'y a pas de problème particulier. On va ici caler notre pinule sur l'axe de piste. Voilà, c'est bon, on est bien réglé. Voilà, il n'y a pas trop de problème. Donc on peut décoller. On va couper la synchro d'hélice parce que je crois que la synchro d'hélice, il faut la couper au décollage. En cas de panne moteur, parce qu'en fait, la synchro d'hélice, en fait, il y a un régulateur en fait qui prend comme référence un des deux moteurs et qui synchronise l'autre moteur sur ce moteur qui prend comme référence. Si jamais vous avez une panne moteur, ça peut poser problème. Donc vaut mieux la couper, je crois, au démarrage et on la rallumera quand on sera en vol. Voilà, donc on y va. On va progressivement augmenter les gaz. On desserre le frein de parking et on y va. À 90 nœuds, c'est la vitesse de rotation. On va pouvoir tirer sur le manche. Allez hop, on tire. Voilà. Hop, hop, ça y est, il monte pas. Le vario commence à être positif, l'altitude commence à monter. On est pas mal. Hein, voilà, on monte à 6 soleils, à la vitesse. Hein. Et là, on va monter encore d'une centaine de pieds et on va rentrer le tir. On essaie de conserver notre cap, notre assiette, hein, tranquillement. Le vario, voilà, on a mis pieds minutes, on a 700 pieds, tout va bien, rien de particulier. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai peur qu'avec le bruit des moteurs, je sais pas trop. Voilà, voilà, parce que le bruit du moteur de couvrir le son de ma voix. Alors là on monte tranquillement et ce qu'on va faire, on va continuer dans l'axe de piste, on n'a pas déposé de plan de vol, on vole comme ça. On va engager le pilote automatique, on va le mettre en mode heading et donc il va suivre ici notre pinule orange et on va l'engager. Et on engage également l'amortisseur de la selle. Donc là il suit son cap. Alors on voit il nous fait piquer un peu, donc on va ici appuyer sur le bouton up. On va faire monter autour de 1500 pieds minutes. On est à fond, tout est à fond, les gaz sont à fond, etc. La richesse.
et on voit qu'on a à peu près la pression d'admission, elle est autour de 26-27 pouces de mercure. Et bien, vous allez voir qu'au fil de la montée, cette pression d'admission elle va baisser sans arrêt et que nos performances vont un petit peu s'altérer. On va essayer de monter un petit peu plus vite que ça. Et on va réduire un peu les gaz peut-être, parce que c'est pas la peine de monter à 140 pieds, à 140 nœuds je veux dire. Ça me paraît un petit peu excessif comme vitesse de montée. Voilà, on va le laisser monter comme ça. Et puis on augmentera éventuellement on augmentera les gaz un peu plus loin. Voilà, on est autour de 120 nœuds, c'est pas mal. Et on monte à 1000 pieds minute. Donc on va le monter à 10 000. Alors on voit qu'on a une météo qui est pas trop mauvaise, hein. Bon, on va en profiter pour couper les pompes à carburant et les feux de landing qui sont plus utiles. Voilà. On va remettre un petit filet de gaz supplémentaire. Donc le pilote auto ici, hein, vous voyez, il est branché et on est en mode heading. Donc en mode, hein, il conserve ce cap, hein, il va conserver ce cap ici qui est fixé là. On n'est pas dans des conditions météo particulièrement dégradées, donc on ne va pas ici activer nos systèmes de dégivrage, hein, dont on a parlé. On surveille la température extérieure, elle est de l'ordre actuellement d'une quinzaine de degrés. Cette température bien sûr va baisser, hein, au fur et à mesure de notre montée. On monte à 120 nœuds. Alors vous voyez que le moteur, hein, quand il est poussé à... Enfin, quand la manette bleue elle est à fond, quand on est plein petit pas, vous êtes autour de 2700 tours. La plupart des moteurs ont des régimes comparables. Donc ces valeurs, vous les retrouverez souvent sur d'autres appareils. Ce que je vous donne là, hein, comme exemple, c'est tout à fait réutilisable avec d'autres appareils, hein. D'autres modèles, parfois plus performants, plus récents ou plus anciens, peu importe, hein, mais vous verrez que souvent vous retomberez à peu près sur les mêmes choses. On surveille toujours ici, voilà, on monte à 1000 pieds minute, on est à 120 nœuds, on va le laisser monter comme ça. C'est peut-être pas d'ailleurs, alors je suis pas allé voir les recommandations, il y a généralement une vitesse de montée optimale, hein, qui est recommandée, j'ai pas été la regarder. Je vous avoue que je suis pas allé la regarder, si vous avez la curiosité, faites-le. On est à 5005. Alors qu'est-ce qui se passe? On est au-dessus de 5000 pieds. Généralement 5000 pieds c'est ce qu'on appelle une altitude de transition. Alors l'altitude de transition c'est quoi? C'est-à-dire qu'en dessous de cette altitude, vous vous baserez sur le QNH de l'aéroport, hein, ce que vous donnera la tour. Au-dessus de 5000 pieds en général, du moins en France. Je crois qu'aux États-Unis c'est 8000 pieds. Ce sera confirmé. Il va falloir régler votre altimètre sur des conditions standards, à savoir 29,92. Ou 1013 hectopascales. Voilà. Enfin, c'est une convention, on est au-dessus de 5000, on règle notre altimètre ici. Donc ça, c'est comme ça. Alors on voit ici que notre vitesse de montée, notre vitesse diminue légèrement. On est toujours à 1000 pieds minute, hein, donc on monte à un taux correct. Et on voit que notre pression d'admission, elle a baissé un petit peu, hein. On était plutôt autour de 21 pouces, là on se retrouve à 20 pouces. Et on est à 6300 pieds. Jette un petit coup d'œil. Voilà. On profite du paysage. Bon, il y a un petit peu de nébulosité, mais c'est un ciel tout à fait correct. On va remettre un petit peu de gaz. Voilà, on revient à 21 pouces. On approche des 7000 pieds.
Et on va peut-être se stabiliser, je dirais, on va se stabiliser à 8000, on va pas aller trop haut. De toute façon là on a une vue relativement dégagée. On va le stabiliser à 8000, je trouve que ce sera déjà pas mal. Alors pour le stabiliser, soit vous pouvez le faire manuellement. Alors il faut savoir que si vous actionnez le trim, si vous avez une action sur le trim de profondeur, automatiquement vous désactiverez le pilote automatique. Après vous pouvez agir simplement sur ce bouton pour réduire la vitesse de montée. Vous pouvez aussi tout simplement capturer une altitude. Quand vous arrivez à l'altitude, vous appuyez sur le bouton Alt et automatiquement le pilote automatique va capturer cette altitude et vous maintenir à cette altitude. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, vous voyez, on arrive à 8000. On appuie sur Alt. Voilà. Et vous avez le nez de l'appareil voilà, qui retrouve son assiette. Et vous voyez, on est à 8000. Le variomètre voilà, est au neutre. L'horizon artificiel. On est en vol stabilisé. Et là vous voyez ici vous avez sur ce petit rappel le voyant Alt qui s'est allumé. Et donc on va rester à cette altitude. Alors notre appareil va prendre de la vitesse puisqu'on est à 8000 pieds. Bon, alors là ici j'ai mis les gaz à fond et vous voyez on est à 21 pouces de mercure. Enfin la pression d'admission elle est à 21 pouces de mercure. Et tout est à fond. Gaz à fond. Les manettes d'hélice sont à fond, la richesse est à fond. On va laisser notre appareil se stabiliser, atteindre sa vitesse maximale. Là je pense qu'il ne va plus être très loin, on est autour de 150 nœuds. C'est pas mal. Et maintenant qu'il est stabilisé, on va régler les moteurs. Alors, quand on passe comme ça d'un régime de montée à un régime de croisière, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un ordre. On ne peut pas les manipuler, nos manettes n'importe comment. On va d'abord s'occuper des gaz. Donc on va par exemple réduire à 20 pouces. On va réduire un petit peu les gaz. Voilà. Ensuite, et seulement ensuite, on va s'occuper du pas d'hélice, donc de notre régime moteur. Et là on va le réduire autour de on va le mettre à 2200 tours minute. Donc on va baisser ici progressivement. On peut remettre la synchronisation d'hélice au passage que j'avais coupé au décollage. On va baisser progressivement. Hop, hop. Voilà, on est à peu près à 2200 tours. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper ici des manettes de richesse, et ça on va le faire grâce au pic EGT. Donc on va baisser ici la richesse progressivement et on va surveiller ici de température de gaz d'échappement, parce qu'on est monté et comme l'air s'est appauvri, il faut rétablir la bonne proportion air carburant, parce que le mélange s'est enrichi en carburant, puisque la quantité d'air, la proportion en air a diminué, et donc il faut rétablir une proportion normale, qui soit optimale, et donc ici on va baisser. Donc là on est, je pense, pas loin du pic, ouais, là on est au pic, donc on va rester à peu près à ce pic là. On va réenrichir un petit peu. Et on est autour de entre 9 et 10 gallons à l'heure. Donc c'est tout à fait... C'est tout à fait correct. Alors si maintenant de 8000 pieds on décide de le monter à 9000, pour une raison XY, c'est pas compliqué. On va faire le travail inverse. On va agir sur les commandes moteur. On va d'abord augmenter la richesse. Donc on va mettre la richesse à fond. On va augmenter ici le régime moteur, le pas d'hélice. On va passer plein petit pas. Et seulement ensuite, on va monter les gaz. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de marge sur les gaz. Et après, on va pouvoir agir ici sur notre
on va passer par le pilote automatique et on va le faire monter. Allez, on va pas trop le brusquer, on va le monter à 600-700 pieds minute et on va le laisser monter doucettement à 9000. Donc il y a un ordre. Quand vous passez de la montée à un régime de croisière, vous agissez d'abord sur les gaz, puis sur les manettes d'hélice, puis sur la richesse. Inversement, quand vous passez d'un régime de croisière à un régime de montée, il faut d'abord enrichir, plein petit pas, et ensuite seulement vous augmentez les gaz. C'est important pour le moteur. Il y a un ordre pour faire ces choses-là, et c'est cet ordre-là et pas un autre. Apprenez à prendre les bonnes habitudes, c'est important. On arrive à 8005. Donc j'aurais pu. Ouais. Allez, je vais le faire monter un petit peu plus vite parce que il peut faire mieux que ça. Allez, on arrive à 8008, on n'est plus très loin. On n'est plus très loin de 9000 pieds. Donc là pareil, hein, on va stabiliser en appuyant sur la touche Alt du pilote automatique, on va pas se casser la tête. Voilà, on n'est plus très loin. Allez hop, on appuie sur la touche Alt. Voilà. Bon, là du coup on se retrouve un peu dans les nuages. Alors on voit ici que au niveau moteur, hein, oui, il plafonne. Hein. Les performances, vous voyez, la pression d'admission, on est à fond et elle est à 20 pouces. Donc on ne va pas toucher à la pression d'admission parce qu'on ne peut pas faire mieux. On va maintenant baisser ici notre régime moteur. On va passer à 2200 tours en agissant sur le pas d'hélice. Et enfin, on va agir sur la richesse. On est autour de 10 gallons. Voilà. On n'est pas trop mal. Là, je pense qu'on est à peu près au pic que j'étais. Voilà. Et on est revenu à autour de 150 nœuds et à une vitesse au sol de 155. Ce qui est assez moyen d'ailleurs. Voilà. Et bien voilà comment utiliser ces manettes. Donc ça reste quand même relativement simple. Sachez que ce système avec 3 manettes, vous allez le retrouver sur des avions très performants, hein, y compris des turbopropulsés, avec des différences. Alors attention, là je vous parle pas de richesse, parce que la richesse sur un avion turbopropulsé, ça fonctionne plus du tout pareil. C'est une autre technologie. Mais cette histoire de pas d'hélice, il faudra absolument vous y habituer, parce que quand vous allez aborder des appareils plus performants, et bien vous serez encore confronté à cette commande. Donc c'est quelque chose que vous devez vraiment connaître, avec laquelle vous devez vous familiariser. À noter que quand même, ça je vous en ai pas parlé, mais pour gérer vos moteurs, c'est non plus comme sur le Cessna que le tachymètre dont il faut tenir compte, mais vous avez 2 manettes, les gaz et le pas d'hélice, et il va falloir gérer toujours ces 2 paramètres en parallèle, de concert, et ça, c'est un couple de valeurs, et vous avez des tables. Alors, par rapport au constructeur, le constructeur généralement publie des tables avec des régimes moteurs, des paramètres moteurs qu'il faut recommander suivant les circonstances, si vous êtes en vol de croisière, etc. Si vous faites un vol plutôt rapide ou avec des performances plutôt réduites, etc. Si vous voulez faire une croisière plutôt économique, si vous voulez voler à l'économie, il vous préconisera certains réglages. Si vous voulez au contraire aller très vite, au détriment de l'économie de carburant, vous aurez d'autres paramètres à respecter en fonction de l'altitude aussi, parce que vous voyez là sur un appareil comme celui-là, alors avec un turbo propulsé c'est différent, mais avec un appareil ici avec un moteur atmosphérique, vous êtes limité. Plus vous allez monter, plus vos performances vont se dégrader, donc il ne faut pas aller trop haut. Il faut aller à une vitesse, à une altitude optimale, mais après voilà, je dirais là pour notre baron 10 000 pieds c'est déjà pas mal. Même si théoriquement il peut monter à 20 000, mais c'est vraiment pas recommandé de le monter à 20 000.
Enfin, je vais vous donner un dernier petit truc, mais il y a peut-être des gens que ça va faire grincer des dents. C'est un aide, hein, c'est un petit truc mémotechnique. Quand vous êtes perdu, si vous dites vous vous retrouvez à bord d'un appareil que vous ne savez pas trop quel régime moteur appliquer, bah, retenez toujours que décollage, roulage, montée, c'est à fond. Tout est à fond, et que c'est seulement en régime de croisière que vous allez ici pouvoir tirer sur vos manettes bleues. D'accord ? À quelle valeur ? Bah, retenez qu'en général, en régime de croisière, vous serez autour de 2200-2300 tours. Ce sont des valeurs moyennes. Bon, si vous êtes à 2400, c'est pas mal, hein, mais souvent c'est autour de 2200-2300 tours minute. D'accord ? Et retenez aussi que souvent, quand c'est possible, mais là vous voyez c'est pas le cas, on essaye de coupler ces deux valeurs. C'est-à-dire que si vous êtes à 22 pouces, si vous êtes à 2200 tours minute, hein, si votre aiguille est sur le 22, on vous conseillera souvent d'avoir ici une pression d'admission à 22. Souvent ce sont les mêmes valeurs. Alors c'est un petit truc que je vous donne, disons pour vous sortir de situation où vous êtes un peu perdu. En réalité les constructeurs publient, c'est pas aussi strict que ça, hein, ils publient des valeurs qu'il faut suivre, elles peuvent être différentes. Ils publient également des graphiques avec souvent des plages de valeurs. C'est-à-dire que c'est pas aussi strict que ça. Vous pouvez très bien être, vous voyez ici, avec une pression d'admission à 20 et à 2200 tours, comme on pourrait être ici à 2200 tours et avoir une pression d'admission à 23 ou 24. C'est tout à fait envisageable. C'est pas voilà, hein, bon, c'est juste pour vous donner un petit truc, un petit pense-bête, hein, pour vous retrouver, pour un petit peu vous raccrocher à quelque chose quand vous êtes un peu perdu, si vous n'avez pas de valeur, que vous savez pas trop où aller chercher ces tables, et que bon, il y a un avion que vous connaissez pas bien, et ben vous pouvez toujours aller vous récupérer avec ça. Alors, vous ferez pas trop d'erreurs. Bon, vous serez peut-être pas au mieux, mais enfin, en tout cas, vous ferez pas une erreur grossière. Enfin, si sur un appareil vous avez un doute et que vous dites vraiment, moi je sais pas trop comment le piloter, j'ai des trucs un peu bizarres, la vitesse, moi je sais pas, j'arrive pas à voler suffisamment vite, je sais pas, j'arrive pas à décoller. Enfin pas décoller, du moins je suis à fond et puis j'arrive pas, je sais pas, je suis à 110 nœuds, je plafonne, je comprends pas, mon moteur chauffe. Alors au propos de moteur qui chauffe, là on n'a pas fermé nos volets, hein, voilà, on peut les fermer un petit peu, hein, alors sans faire chauffer trop, hein, mais comme on est en altitude et qu'on vole, on est en régime ici de croisière, hein, bon, on va considérer que les moteurs chauffent pas quand même de trop, donc on peut ici réduire un petit peu, fermer un peu nos volets, qui je vous le rappelle sont ici, les flaps ils sont ici. Oui, je vous disais donc, si vous êtes un peu perdu avec un avion et que vous rencontrez des difficultés, que vous vous posez des questions, bah, encore une fois, allez sur les forums et vous dites, bah voilà, je m'appelle comme ci, je m'appelle comme ça, je débute, je découvre le Baron 58 de Laminar, et puis là, au niveau paramètres moteur, je suis un petit peu perdu, je sais pas très bien comment m'y prendre, ma pression d'admission, c'est pas ça, ma vitesse, j'en sais rien, moi je vois des gens qui volent à 150 nœuds, puis moi je suis à 110 à fond et j'arrive pas à aller plus vite, je comprends pas pourquoi. Est-ce que je fais quelque chose de mal, je sais pas, j'ai des moteurs qui chauffent, j'arrive pas à régler ma richesse, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, et vous allez trouver des gens qui sont généralement très à votre écoute, hein, et qui vous donner des renseignements précieux. Parfois vous rencontrerez même des vrais pilotes qui vous diront, ah bah moi j'ai pas mal volé sur le Baron et je peux te donner des conseils, et vraiment ils seront ils sont vraiment une aide précieuse. Donc n'hésitez pas, hein, à aller fréquenter les forums, à aller vous inscrire, à aller vous enregistrer et à aller poser des questions. Voilà, si vous êtes courtois avec les autres seront courtois avec vous. Voilà, j'espère vous avoir été utile, hein, j'espère vous avoir fait découvrir un appareil qui est assez sympa, hein, qui est assez véloce, hein, vous voyez on est à 150 nœuds, c'est quand même mieux que le Cessna, qui monte pas mal, on a 9000 pieds, qui va vous permettre de faire des petits vols sympas, et qui va vous permettre aussi de découvrir d'autres appareils du même type, hein, parce que cette manette là il faut absolument savoir la manipuler. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère à une prochaine fois.